Il n'y a pas de place pour tes enfants de magasin discount à cette fête, sourit ma sœur avec mépris. Les yeux de ma fille se remplirent de larmes. Mon mari regarda la famille, puis notre fille, et sans prévenir, il passa un appel téléphonique. Il se leva et dit quelque chose qui fit voler en éclats les coupes de champagne de tout le monde. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que vous passez une merveilleuse journée, où que vous soyez. J'aimerais beaucoup que vous partagiez en commentaire depuis quelle ville ou quel pays vous nous regardez, et quelle heure il est chez vous. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. Je m'appelle Elena, j'ai 34 ans, et ma propre sœur a humilié ma fille de 10 ans devant 60 personnes parce qu'elle portait une robe en promotion, sans savoir que le propriétaire du manoir où elle se trouvait était mon mari. Avant de vous raconter comment nous leur avons arraché leurs masques de fausse richesse et les avons laissés trembler, dites-moi en commentaire d'où vous me regardez et si vous avez déjà eu un membre de votre famille qui valait moins que les vêtements qu'il portait. L'air de cet après-midi sentait le jasmin et l'argent ancien, un mélange qui me retournait toujours l'estomac. J'étais debout devant le miroir en pied de notre petite chambre, en lissant pour la 10e fois la robe en coton bleu pâle de ma fille Sophia. Mes mains tremblaient un peu, non pas parce que j'avais froid, mais à cause de ce nœud familier dans ma gorge chaque fois que nous devions rendre visite à la famille. « Maman, est-ce que je suis jolie ?» demanda Sophia. Sa petite voix n'était qu'un murmure. Elle se regardait dans le miroir avec cette insécurité qu'aucune enfant de 10 ans ne devrait avoir. Elle touchait l'ourlet de la robe que nous avions achetée chez Target la semaine précédente. Elle adorait la couleur. Elle disait qu'elle se sentait comme Cendrillon avant le bal, mais maintenant, en sachant où nous allions, l'éclat dans ses yeux s'éteignait. Je me baissai à sa hauteur, ignorant la douleur dans mes genoux fatigués par les doubles gardes à l'hôpital. Je remis une mèche rebelle derrière son oreille. « Tu es magnifique, mon amour », lui dis-je en mettant toute la fermeté possible dans ma voix. « Tu es une princesse. Et souviens-toi, peu importe ce que nous portons, ce qui compte, c'est qui nous sommes ici dedans. » Je posai ma main sur son cœur. Elle sourit, mais c'était un sourire fragile, comme du verre prêt à se briser. Léo, mon fils de 6 ans, entra en courant avec sa cravate de travers. « Papa dit qu'il est l'heure d'aller dans la tanière du dragon. » cria-t-il avec cette innocence que je priais pour qu'il ne perde jamais. Matteo, mon mari, apparut dans l'encadrement de la porte. Il portait son éternel costume gris, celui des mariages, des enterrements et des entretiens d'embauche. Il était propre, parfaitement repassé par moi la veille au soir, mais on voyait l'usure au coude quand on regardait de près. Matteo me regarda, puis regarda les enfants. Ses yeux sombres, habituellement calmes et rassurants, avaient aujourd'hui une lueur dure, comme de l'acier froid. « Prête, mes filles ?» demanda-t-il en me tendant le bras. « Aussi prête que possible », répondis-je en prenant son bras. Je sentis ses muscles tendus sous le tissu bon marché. « Souviens-toi, Elena » me murmura-t-il à l'oreille en descendant les escaliers. « La dignité n'a pas de prix et la classe ne s'achète pas avec des cartes de crédit. » Nous sortîmes et montâmes dans notre vieille Toyota Sienna. Le moteur toussa un peu avant de démarrer, un bruit normal n'importe quel autre jour, mais qui me sembla aujourd'hui être un présage humiliant. Alors que nous roulions vers le quartier exclusif de Riverside Boulevard, le paysage changea. Les maisons modestes et les jardins remplis de jouets laissèrent place à des haies parfaitement taillées, des portails en fer forgé et des entrées dignes de pistes d'atterrissage. Ma sœur Isabella et son mari Ricardo fêtaient leur 10e anniversaire avec un renouvellement de vœux. Isabella appelait ça une « réaffirmation de l'amour éternel ». Moi, j'appelais ça une excuse pour frimer. Nous arrivâmes devant le numéro 2847 de Riverside Boulevard, et j'eus l'impression de manquer d'air. Ce n'était pas une maison, c'était une déclaration de pouvoir. Des colonnes blanches de style colonial, des fenêtres du sol au plafond qui reflétaient le coucher de soleil doré, et une fontaine à l'entrée qui devait consommer plus d'eau en une journée que nous en un mois. Mais ce qui me frappa le plus, ce fut la collection de voitures à l'entrée. On aurait dit une concession de luxe. Il y avait une Ferrari 488 Pista rouge sang, une Porsche 911 GT3 argentée qui brillait comme un requin métallique, et juste devant la porte principale, occupant 2 places comme s'il était le roi du monde, un Lamborghini Urus jaune citron. Il était agressif, bruyant même à l'arrêt, un cri désespéré pour attirer l'attention. Matteo gara notre Toyota tout au bout, presque caché derrière un buisson, loin des bêtes de métal. « C'est bien ici », dit-il en coupant le moteur. « Comme ça, on pourra partir plus vite quand tout ça sera fini. » Nous marchâmes vers l'entrée. On entendait la musique d'un quatuor à cordes jouer en direct à l'intérieur.
Je serrai la main de Matteo. Il me la serra en retour, fermement, avec assurance. Tête haute, Elena. Tu es une infirmière qui sauve des vies. Eux, ils ne font que dépenser de l'argent. N'oublie pas ça. Nous montâmes les marches de marbre. La porte principale était grande ouverte. Sous un lustre en cristal qui ressemblait à une cascade de diamants figés se tenait Isabella. Elle portait une robe en soie couleur champagne, probablement un Valentino ou quelque chose d'aussi indécent en prix. Elle était magnifique, je ne pouvais pas le nier, mais il y avait toujours quelque chose dans son sourire qui me faisait me sentir petite. Elle saluait un couple qui semblait sorti d'un magazine de mode, riant avec ce rire travaillé qui sonnait comme de fausses clochettes d'argent. Quand elle nous vit, son sourire ne disparut pas, mais il changea. Il devint rigide. Ses bords se durcirent. Ses yeux balayèrent nos tenues en moins d'une seconde. Un scanner humain des prix. Chaussures de Sofia, bon marché. Robe, Target. Costume de Matteo, vieux. Ma robe, celle de Noël dernier. Elena, s'exclama-t-elle, sans faire un pas pour m'embrasser. Elle resta plantée là, nous obligeant à avancer vers elle comme des paysans devant une reine. Eh bien, vous êtes arrivé. J'y pensais que vous vous étiez perdu, ou que la sécurité vous avait arrêté à la guérite. Bonjour, Isabella. Joyeux anniversaire, dis-je en essayant de lui faire la bise. Elle tourna légèrement la tête pour que mes lèvres ne touchent que l'air. Merci, ma chère. Elle fit un pas de côté et regarda Sofia. Oh, regardez la petite Sophie. Elle fit une pause dramatique, cherchant le mot le moins offensant possible. Comme tu es, pratique. Ce coton est parfait pour jouer au parc, non? Très résistant. Sofia baissa la tête. Ses joues devinrent rouges. C'est ma robe préférée, tante, murmura-t-elle. Bien sûr, bien sûr. C'est très, toi. Isabella lâcha un petit rire, puis se tourna vers Matteo. Et toi, Matteo, je vois que tu es toujours fidèle à ce costume. Tu devrais faire attention. Le tissu a l'air si fin que si tu éternues, il pourrait se désintégrer. Ricardo a quelques costumes usagés qu'il voulait donner à une association. Peut-être qu'il tirait. Matteo sourit. Un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ah ça va, Isabella. Je préfère garder mon argent pour des choses plus importantes que les vêtements. Isabella leva les yeux au ciel. Toujours aussi philosophe. Bon, essayez de ne pas toucher aux compositions florales. Ce sont des orchidées importées de Singapour, elles sont très délicates. Ah, et la nourriture pour les enfants est au fond, sur la table avec la nappe en papier. Nous entrâmes dans le grand salon. Nous entrâmes dans le salon principal. Il était rempli de monde. Des hommes avec des montres qui coûtaient plus cher que toute mon éducation universitaire. Des femmes avec des bijoux aussi lourds que leurs égaux. Je me sentais comme une intruse, comme si je portais un panneau lumineux disant « pauvre ». Et c'est alors que je la vis. Maman. Barbara Carmen de la Fuente. Elle était assise dans un fauteuil en velours bleu, tenant une coupe de champagne comme s'il s'agissait d'un sceptre. Elle portait une robe en dentelle bleu marine et un collier de perles. Quand elle nous vit approcher, il n'y eut aucune chaleur dans son regard. Seulement un soupir de résignation. « Maman », dis-je en me penchant pour embrasser son front. « Elena, vous êtes en retard. » Nous sommes arrivés à l'heure indiquée sur l'invitation, maman. Les gens importants arrivent en retard, Elena. Les gens comme toi devraient arriver tôt pour aider ou entrer discrètement. Son regard tomba sur les chaussures de Léo, qui avait une petite éraflure à l'avant. Et ses chaussures? Tu ne pouvais pas lui en acheter des neuves. Pour l'amour de Dieu, Elena, qu'est-ce que les invités de Ricardo vont penser? Ce sont des chaussures d'enfant, maman. Il joue au football, répondis-je en sentant la chaleur monter dans mon cou. Ce sont des chaussures d'un enfant négligé avec une mère qui ne fait aucun effort, corrigea-t-elle froidement. Emmène-les au fond, là où se trouve la table des enfants. Et s'il te plaît, qu'ils ne courent pas. Ce sol est en marbre italien authentique. Je ne veux pas qu'ils le raient avec leurs semelles en caoutchouc bon marché. Je sentis les larmes me brûler derrière les yeux, mais je les avalai. Je n'allais pas pleurer. Pas ici. Pas devant eux. Matteo posa sa main dans le bas de mon dos. Un point de chaleur et de soutien. Viens, Elena, dit-il doucement. Allons chercher quelque chose à boire.
Pendant que nous nous éloignions vers ce que je considérais comme la zone des pauvres, à l'arrière du salon, j'entendis maman dire à l'une de ses amies. Pauvre Elena. Elle a toujours eu tellement de malchance. Si seulement elle avait écouté mes conseils et épousé quelqu'un avec un avenir, comme Isabella. Mais bon, chacun choisit sa propre misère. La misère dont elle parlait, c'était ma vie. Ma vie honnête, travailleuse, pleine d'amour. Mais dans cette maison, sous ce lustre emprunté, l'amour ne comptait pas. Seuls comptaient les caras et les marques. Ce qu'aucun d'eux ne savait, pas même ma propre mère pendant qu'elle buvait son champagne, c'est que la vraie richesse était sur le point d'être révélée. Et elle ne venait pas enveloppée de soie, mais dans le costume usé de l'homme qu'ils appelaient un raté. Nous nous réfugiâmes dans un coin près de la terrasse, loin du centre du salon où Isabella brillait comme une star de cinéma. Le son des rires et le tintement des verres en cristal de Bohème nous entouraient comme un mur invisible. C'était une sensation familière. Ce goût amer dans la bouche que je connaissais depuis l'enfance. Mon esprit repartit dans le passé. J'avais 15 ans quand Isabella eut une fête d'anniversaire qui ressemblait à un mariage royal, avec 3 changements de robe et une limousine rose. Mon 15e anniversaire à moi se résuma à un dîner à la maison et un gâteau acheté au supermarché. Comprends-moi, ma fille, m'avait dit maman à l'époque. On devait dépenser beaucoup pour l'université de ta sœur. Elle a tellement de potentiel. Il faut investir dans le cheval gagnant. Le cheval gagnant. Moi, j'avais toujours été l'animal de trait. Celle qui avait étudié les soins infirmiers grâce à des bourses et des prêts. Celle qui travaillait de nuit. Celle qui s'occupait de maman quand elle avait la grippe, pendant qu'Isabella était trop occupée à voyager à Cancun. Tiens, prends un peu d'eau. La voix de tante Rosa me sortit de mes pensées. Tante Rosa était la sœur cadette de mon père. La seule personne de cette famille dont l'âme n'était pas en plastique. Elle portait une robe fleurie simple et un sourire chaleureux. Merci, tante, dis-je en prenant le verre. Mes mains tremblaient encore un peu. Ne leur fais pas attention, ma fille, murmura Rosa en regardant du coin de l'œil Isabella rire bruyamment avec un groupe de femmes. Tout ça. Elle fit un geste englobant le salon, les serveurs avec leurs plateaux en argent, les rideaux en velours. Tout ça, c'est du théâtre. Un théâtre très cher, murmura Matteo en observant la structure du plafond avec un regard critique. Tante Rosa s'approcha encore plus et baissa la voix. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, Matteo. J'ai entendu des rumeurs dans le quartier. On dit que Ricardo a de gros problèmes avec son entreprise d'import-export. On dit qu'il doit de l'argent à des gens compliqués. Je regardais Ricardo. Il se trouvait de l'autre côté du salon, près du bar, gesticulant de façon excessive en parlant à un groupe d'hommes en costume sombre. Il transpirait malgré la climatisation centrale qui gardait la maison à un glacial 18 degrés. Des dettes ? Demandai-je. Mais regarde cet endroit, tante. Regarde le Lamborghini dehors. Le crédit est une drogue très puissante, Elena, dit tante Rosa. Et ta sœur et son mari sont accros aux apparences. Ils vivent pour le regard des autres. Mais toi, ajouta-t-elle en me regardant droit dans les yeux, toi tu as quelque chose que n'ont pas. Tu as la paix. À ce moment-là, un cri d'enfant interrompit notre conversation. Je regardai vers la table des desserts. C'était Javier, le fils de 10 ans d'Isabella. Il se tenait devant Léo, lui bloquant l'accès à une tour de macarons aux couleurs pastel. Javier était un garçon robuste, habillé d'un costume qui coûtait plus cher que ma voiture, avec la même expression de mépris que sa mère. « Tu ne peux pas manger ça », cria Javier assez fort pour que plusieurs têtes se tournent. « Je veux juste un biscuit », dit Léo avec les yeux grands ouverts. « Ce ne sont pas des biscuits, idiot. Ce sont des macarons français. Ils coûtent cher, chacun. Tes mains sont sales et tu vas contaminer toute la tour. Va manger les biscuits Maria qu'ils ont mis dans la cuisine pour vous. » Je sentis le sang bouillir dans mes veines. Je fis un pas en avant, mais Matteo me retint doucement. « Attends, dit-il. » Avant que je puisse intervenir, Ricardo apparut. Je pensais qu'il allait corriger son fils. Quelle naïveté de ma part. Ricardo posa une main sur l'épaule de Javier et sourit avec fierté. « Bien dit, champion. Il faut protéger l'investissement. » Puis il regarda Léo avec une grimace de dégoût forcé. « Hé, petit, écoute ton cousin. Ces douceurs sont pour les enfants bien élevés.
Pourquoi tu ne vas pas chercher ta maman? Elle doit sûrement avoir un bonbon pas cher dans son sac. Léo courut vers moi et enfouit son visage dans mes jambes. Je sentais ses larmes mouiller le tissu de ma robe. Je caressais sa tête, tremblante de rage. C'est un enfant, Ricardo, dit Matteo. Sa voix était calme, mais elle avait un tranchant dangereux. Il a 6 ans. Ricardo éclata de rire et prit une gorgée de whisky. C'est une leçon de vie, Matteo. Plus tôt il apprendra sa place dans la chaîne alimentaire, mieux ce sera pour lui. On ne veut pas qu'il grandisse avec de faux espoirs, n'est-ce pas? Comme qui, par exemple, demanda Matteo en faisant un pas en avant. La différence de taille était évidente. Ricardo était petit et trapu. Matteo était grand et athlétique, même si son costume ample le dissimulait. Comme toi, beau-frère, dit Ricardo en lui tapant la poitrine un peu trop fort. Toujours à rêver, toujours à regarder ce que les autres ont. Au fait, j'ai vu ta voiture dehors. Cette épave passe encore le contrôle technique? Je te le dis sérieusement. Mon jardinier vend sa vieille camionnette. Si tu veux, je lui demande. Peut-être qu'il te fera une réduction parce que tu es de la famille. Les rires des hommes autour de Ricardo furent comme des gifles. Ma voiture nous emmène là où nous devons aller, répondit Matteo sans bouger. Et elle est payée. Entièrement payée. Je ne dois rien à personne pour elle. Le sourire de Ricardo vacilla une fraction de seconde. Un tic nerveux apparut sous son œil gauche. Oui, eh bien, félicitations pour ta médiocrité solvable. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai des invités importants à saluer. Des gens qui font vraiment tourner l'économie, pas ceux qui changent des bassins. Il s'éloigna avec sa petite cour. Je restai là, serrant Léo contre moi, sentant mon cœur se briser un peu plus. Je le déteste, murmura Léo. Je déteste cette maison. Moi aussi, mon amour, lui murmurai-je. Moi aussi. Isabella passa près de nous à ce moment-là, traînant la longue traîne de sa robe. Elle s'arrêta un instant. Pas pour s'excuser. Pour porter un nouveau coup. Helena, s'il te plaît, contrôle tes enfants. Ils font une scène. Et dis à Léo de se moucher. C'est dégoûtant. Ah, et essayez de ne pas monopoliser tante Rosa. Elle aussi veut saluer les gens qui réussissent. Elle s'éloigna, flottant dans son nuage de parfum Chanel. Je regardais Matteo. Il fixait Ricardo, qui saluait maintenant un homme plus âgé venant d'entrer. L'homme avait les cheveux blancs et une posture d'autorité naturelle. « Qui est-ce » demandai-je. « Lui, » dit Matteo. Et pour la première fois de la soirée, je vis une vraie étincelle de plaisir dans ses yeux. C'est Monsieur Sterling. Un homme d'affaires très sérieux. Tu le connais? Disons que nos chemins se sont déjà croisés. Je vis Ricardo se courber presque en deux devant Monsieur Sterling, pratiquement en train de lécher le sol sur lequel il marchait. Mais Monsieur Sterling regardait par-dessus l'épaule de Ricardo, balayant la pièce comme s'il cherchait quelqu'un. Son regard passa sur notre coin. Et s'arrêta. Son regard passa sur notre coin. Et s'arrêta. Les yeux de Monsieur Sterling s'ouvrirent légèrement. Il fit un mouvement pour s'approcher, mais Ricardo s'interposa aussitôt, le guidant vers la table principale. Matteo se détourna, lui tournant le dos. « Pas encore », murmura-t-il pour lui-même. « Ce n'est pas encore le moment. » La cloche en argent annonça le dîner. Nous nous dirigeâmes vers la salle à manger principale, une pièce immense avec une table si longue qu'elle ressemblait à une piste d'atterrissage. À chaque place, il y avait des cartes avec des noms écrits en lettres dorées. Nous cherchâmes les nôtres. Isabella, Ricardo, maman et les invités VIP étaient installés au centre, près des plus grandes compositions florales. Nous continuâmes à marcher. Encore et encore. Tout au bout de la table, littéralement dans le dernier coin, juste à côté de la porte battante qui menait à la cuisine, nous trouvâmes nos cartes. Helena et famille. Ils n'avaient même pas pris la peine d'écrire le nom de Matteo ou celui des enfants. Nous nous assîmes. L'air venant de la cuisine sentait le poisson, et le bruit constant des assiettes qui s'entrechoquaient nous entourait. Nous étions si loin du centre de la conversation qu'il aurait presque fallu des jumelles pour voir les mariés. C'est ridicule, murmurai-je en dépliant la serviette en lin. C'est stratégique, répondit Matteo en servant de l'eau dans les verres des enfants. D'ici,
On peut voir tout le champ de bataille sans être en première ligne. Le premier plat arriva. Une crème de homard avec une mousse au safran. Léo regarda son assiette avec méfiance. « C'est de la soupe ?» demanda-t-il. « Oui, mon cœur, c'est une soupe très élégante, » lui dis-je. Isabella fit teinter son verre pour demander le silence. Elle se leva, rayonnante et fausse. « Merci à tous d'être venus célébrer notre amour et notre succès. Ricardo et moi avons travaillé très dur pendant ces 10 années. Nous avons construit un empire à partir de rien. » Elle fit un geste vague de la main. « Cette maison, nos voitures, nos voyages, tout est le fruit de l'effort et de la vision. »« À la santé !» cria Ricardo en levant son verre. « Au succès et à ceux qui ont l'ambition de l'atteindre. » Tout le monde but. Moi, je pris une gorgée d'eau. Matteo ne toucha même pas à son verre. Puis Ricardo décida que le toast avait besoin d'une victime. Son regard parcourut la table et se posa sur nous, tout au fond, dans notre coin d'exil. Et en parlant d'ambition, sa voix résonna dans la salle, amplifiée par l'acoustique. Je voudrais porter un toast spécial à ma belle-sœur Elena et à son mari Matteo. Le silence tomba sur la table. Je sentis le sang se glacer dans mes veines. Parce qu'il nous rappelle à quel point il est important de se contenter de peu, continua Ricardo avec un sourire de prédateur. Et Elena, avec son noble travail d'infirmière. À nettoyer les malades, à changer des draps sales. Vraiment admirable. Moi, je ne pourrais pas faire ça. Je préfère payer quelqu'un pour le faire, pas vrai? Il y eut des rires nerveux, et même quelques éclats de rire. Et Matteo, poursuivit Ricardo en se penchant au-dessus de la table. Franchement, je t'admire. Il faut beaucoup de courage pour regarder sa femme travailler en double service pendant que toi, tu continues avec tes... C'est quoi déjà? Petits investissements? Consulting? On ne sait jamais vraiment ce que tu fais, à part conduire ce Toyota de l'époque préhistorique. Maman, depuis sa place d'honneur, lâcha un petit rire. Oh, Ricardo, ne sois pas méchant. Matteo fait ce qu'il peut. Tout le monde n'est pas né avec ton don pour les affaires. Et Elena a choisi l'amour plutôt que la stabilité et, voilà les conséquences. Cette phrase fit plus mal que toutes les insultes de Ricardo. Ma propre mère se moquait de ma vie devant des inconnus. Matteo posa sa fourchette sur la table. Le bruit fut doux, mais définitif. Il s'essuya la bouche avec la serviette. Je travaille dans la gestion d'actifs, Ricardo. Je te l'ai déjà dit. La gestion d'actifs? Répéta Ricardo en ricanant. Bien sûr. Tu gères les actifs de ton compte épargne à 3 chiffres. À la santé. Monsieur Sterling, assis à quelques places de Ricardo, ne riait pas. Il observait Matteo avec une intensité étrange, comme s'il essayait de résoudre un puzzle. Soudain, l'une des invitées, une femme avec trop de chirurgie esthétique, se pencha vers moi. Et dis-moi, ma chère, j'ai entendu dire que l'hôpital où tu travailles, San Judas, a reçu le mois dernier une énorme donation anonyme pour la nouvelle aile pédiatrique. C'est vrai? Je fus surprise qu'elle m'adresse la parole. Oui, c'est vrai. C'était un miracle. On allait fermer ce service. Quelle merveille, dit-elle. Ça devait être un philanthrope célèbre. Personne ne sait qui c'était, répondis-je. Tout était complètement anonyme. Ça a été géré par une société écran. Matteo me donna un léger coup de pied sous la table. Il me fit un clin d'œil. À ce moment-là, je ne compris pas encore. Mais je sentis un frisson me parcourir. Sûrement quelqu'un qui cherchait des réductions d'impôts, intervint Isabella, agacée que l'attention se détourne d'elle. Ricardo fait ça tout le temps. On donne. Comment s'appelle cette fondation pour les chiens, mon amour? Je ne m'en souviens même plus. Ricardo parla la bouche pleine de homard. Mon comptable s'en occupe. L'important, c'est que le fisc ne prenne pas mon argent pour le donner à des paresseux. Le dîner continua. Chaque plat était une nouvelle occasion pour Isabella de se vanter et pour Ricardo de lancer des piques sur notre prétendue pauvreté. Elena, tu aimes le vin? C'est un Pétrus. Il coûte plus cher que ton loyer mensuel, alors profitant. Matteo, fais attention aux couverts. Ils sont en argent massif. Ne va pas les glisser dans ta poche par erreur. J'étais sur le point d'exploser.
Mes mains étaient serrées en poing sur mes genoux. J'avais envie de crier, de renverser la table, de prendre mes enfants et de fuir cet enfer de vanité. Mais je regardais Matteo. Il était calme. D'un calme effrayant. Comme le silence avant un tsunami. Il buvait de l'eau, observant chaque mouvement de Ricardo, chaque geste d'Isabella, chaque rire cruel de ma mère. Il enregistrait tout. « Patience, Elena » me murmura-t-il quand il vit que j'étais sur le point de pleurer. La patience est un plat qui se mange froid. Et crois-moi, nous allons faire un banquet. Quand les desserts furent servis que Léo et Sofia ne purent même pas goûter parce qu'ils étaient réservés aux adultes, Isabella applaudit dans ses mains. Bien. Les adultes passeront au salon pour les cigares et le cognac pour les messieurs, et au salon de thé pour les dames. Les enfants peuvent aller au solarium, la terrasse vitrée. J'ai engagé une babysitter pour les surveiller. Allez, les enfants, dis-je en les accompagnant jusqu'à la porte. Soyez sages. Je revins à table, mais mon instinct de mère hurlait. Quelque chose n'allait pas. Je m'assis près de Matteo, mais mes yeux ne quittaient pas le couloir par lequel mes enfants étaient partis. 10 minutes passèrent. Ricardo allumait un cigare cubain en racontant comment il avait évité la douane lors de son dernier voyage en Europe. Et là, je dis à l'agent, tu sais qui je suis. Il riait en soufflant la fumée vers le plafond. L'argent ouvre toutes les portes, messieurs. Toutes les portes. Soudain, un sanglot se fit entendre. Ce n'était pas un pleur de caprice. C'était un pleur de douleur. De profonde humiliation. Je me levai d'un bond, renversant ma chaise. Sofia. Je courus vers le couloir. Matteo était juste derrière moi. Sofia apparut à l'entrée du salon principal. Elle était trempée. Sa jolie robe bleue de Target était couverte de taches marron et blanches. Du chocolat et de la crème. Ses cheveux étaient collants. Son visage, son petit visage, était rouge et gonflé d'avoir pleuré. Léo venait derrière elle, les poings serrés, essayant de protéger sa sœur, mais paraissant si petit et impuissant. Mon Dieu, que s'est-il passé? Je m'agenouillai devant elle sans me soucier de salir ma propre robe. Derrière eux arrivèrent Javier et les autres enfants riches. Ils riaient. Javier tenait une assiette vide dans la main. « Et Sofia » criai-je. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait » Sofia essayait de respirer. « Ils m'ont jeté le gâteau dessus » dit-elle entre deux sanglots. Javier a dit. Il a dit que je ressemblais à une servante et que les servantes doivent être sales. Je regardai Javier. L'enfant me fixa avec défi. Elle l'a cherché. Je lui ai dit de ne pas s'asseoir sur le canapé blanc. Sa robe est en tissu bon marché, ça gratte. Ma maman dit que les pauvres ont des microbes. Le salon devint silencieux. Tous les invités regardaient la scène. Isabella s'approcha, une coupe de champagne à la main. Qu'est-ce que c'est que ce scandale? Elle regarda avec dégoût les taches sur le sol. Vous salissez le marbre. Ton fils, dis-je. Ma voix tremblait d'une rage que je n'avais jamais ressentie. Ton fils et ses amis ont jeté de la nourriture sur ma fille et l'ont traitée de servante. Isabella regarda Javier, puis Sofia. Elle soupira. Elena, ne sois pas dramatique. Ce sont des jeux d'enfants. Ça a sûrement été un accident. Puis son regard parcourut Sofia de haut en bas avec une froideur qui me glaça l'âme. Et puis, Javier a bon goût. Cette robe est horrible. Honnêtement, Elena, tu amènes tes enfants habillés comme des mendiants à une soirée de gala et tu t'attends à ce qu'ils s'intègrent. Qu'est-ce que tu as dit? Demandai-je en me levant. Isabella fit un pas vers moi, envahissant mon espace personnel. Elle sentait l'alcool et la méchanceté pure. J'ai dit la vérité. Les enfants sont honnêtes. Il n'y a pas de place pour des enfants de magasin discount à cette fête. Ils n'ont rien à faire ici. Regarde ta fille pleurer pour une robe à quelques dollars. Rends-toi service. Pars. La prochaine fois, emmène-les chez Chuck E. Cheese. C'est là qu'ils sont à leur place, avec les rats et la pizza en carton. Les amis d'Isabella lâchèrent des petits rires cruels. Elle a raison, murmura l'une d'elles. C'est un manque de respect de venir comme ça. Je regardais ma mère. Je cherchais dans ses yeux un signe de défense, de colère. C'était sa petite fille qui pleurait, couverte de gâteaux. Ma mère but une gorgée de champagne et détourna le regard.
Isabella a raison, Elena, dit-elle d'une voix fatiguée. Tu n'aurais pas dû les amener. Et si tu ne pouvais pas les habiller correctement, tu aurais dû rester chez toi. Tu fais honte à la famille. Rentre. Nettoie la petite. On en reparlera quand ta crise sera passée. Je sentis le monde s'arrêter. La douleur était physique, comme un coup de poing dans l'estomac. Ma propre mère. Mon propre sang. Sophia pleurait plus fort, enfouissant son visage dans ma poitrine. Maman, partons, s'il te plaît, partons, suppliait-elle. J'allais prendre mes enfants et partir, vaincu, humilié, brisé. Mais alors Matteo bougea. Il était resté immobile derrière moi comme une statue. Mais maintenant, il fit un pas en avant. La température de la pièce sembla baisser de 10 degrés. Il ne voûtait plus les épaules. Il ne baissait plus les yeux. Il se redressa de toute sa taille. Et pour la première fois, tout le monde remarqua à quel point ses épaules étaient larges, à quel point sa présence était puissante. Il sortit son téléphone de sa poche. Il ne cria pas. Il n'insulta personne. Il regarda Isabella. Puis Ricardo. Puis ma mère. Son regard était celui d'un juge prononçant une sentence de mort. Ça suffit, dit-il. Sa voix n'était pas forte, mais elle résonna contre les murs de verre comme un coup de tonnerre. Matteo composa un numéro et mit le téléphone en haut-parleur. Il leva l'appareil comme une arme. David, dit Matteo. Son ton était un ton d'autorité absolue. Pas celui d'un mari soumis. Celui d'un général. Oui, monsieur Williams. Je suis en ligne, répondit une voix claire et professionnelle depuis le téléphone. Le salon tomba dans un silence de mort. Le salon tomba dans un silence de mort. J'ai besoin que tu appliques immédiatement la clause de résiliation du contrat de location de la propriété située au 2847 Riverside Boulevard. Tout de suite. Bien compris, monsieur, répondit la voix. J'envoie la notification numérique au locataire et je bloque l'accès au service de gestion. Autre chose? Oui. Appel Lux Autorental. Dis-leur que l'extension de crédit pour le Lamborghini Urus jaune a été refusée par la maison mère. Qu'ils envoient la dépanneuse. Ricardo devint livide. Sa coupe de cognac trembla dans sa main. Mais de quoi tu parles, bon sang, Matteo? Balbutia-t-il en essayant de garder son air arrogant. Qui est David? Tu es devenu fou? Matteo raccrocha et regarda Ricardo avec un calme terrifiant. Des locataires? Répéta Isabella, la voix montant d'une octave. Cette maison est à nous. Nous l'avons achetée. Non, Isabella, dit Matteo en avançant lentement vers le centre du salon. La foule s'écarta pour lui laisser le passage. Vous n'avez rien acheté. Vous avez signé, il y a 2 ans, un contrat de location avec option d'achat avec Megawatt Global Holdings. Et qu'est-ce que tu en sais? Cria Ricardo. C'est confidentiel. Je le sais, répondit Matteo en s'arrêtant devant eux. Parce que Megawatt, ce sont mes initiales. Matteo Williams. Un souffle de stupeur parcourut la salle. Je suis le propriétaire de cette maison, continua Matteo en désignant le plafond, les murs, le sol. Je suis le propriétaire de la société qui gère vos dettes. Je suis le propriétaire de l'immeuble où se trouve ton bureau, Ricardo. Et je suis le propriétaire de la société mère qui vient de refuser ton prêt pour sauver ton entreprise de la faillite. Et tu mens. Cria Isabella. Tu n'es rien. Ta femme nettoie des gens. Tu conduis une Toyota. À ce moment-là, Monsieur Sterling, l'homme d'affaires que Ricardo avait flatté toute la soirée, s'avança. Son visage était pâle. Il s'approcha de Matteo et fit quelque chose que personne n'attendait. Il inclina la tête. Monsieur Williams, dit Sterling d'une voix tremblante. Je vous jure que je ne savais pas que Ricardo faisait partie de votre famille. Si j'avais su que cet homme vous avait manqué de respect, je n'aurais jamais envisagé de faire affaire avec lui. Matteo regarda Sterling. Maintenant vous le savez, monsieur Sterling. Et je vous conseille de bien revoir avec qui vous vous associez. L'intégrité n'est pas une qualité que Ricardo possède. Considérez cela comme fait, répondit Sterling. Je me retire immédiatement. Il se tourna, lança un regard de dégoût à Ricardo et quitta la maison sans dire un mot de plus.
Ricardo avait l'air sur le point de vomir. Il s'effondra sur le canapé blanc. Le même canapé sur lequel on avait interdit à Sofia de s'asseoir. Matteo, attends, on peut t'expliquer. Matteo sortit de nouveau son téléphone et projeta une image sur l'énorme écran de télévision du salon. C'était le contrat de location. En grosses lettres, on pouvait lire. Propriétaire, Megawatt Global Holdings. Locataire, Ricardo et Isabella. Statut, en défaut de paiement. 3 mois de retard. 3 mois sans payer le loyer, lut Matteo. Mais il y avait de l'argent pour les orchidées de Singapour. De l'argent pour les macarons. De l'argent pour humilier ma fille. Isabella se mit à hyperventiler. Non, ce n'est pas possible. Tu étais pauvre. Maman a dit que tu étais pauvre. Matteo se tourna vers ma mère. Elle était figée sur sa chaise, la bouche ouverte. Je ne suis pas pauvre, Carmen, dit Matteo. Je suis discret. Il y a une différence. Je me suis enrichi en créant des technologies pour les hôpitaux, pas en trompant les gens. Et je paie tes factures médicales dans une clinique privée depuis 5 ans. Les bourses anonymes, c'était moi. La coupe de ma mère tomba de sa main et se brisa sur le sol. Le bruit du verre éclaté fut le seul son dans la pièce. Soudain, des lumières bleues et oranges illuminèrent les grandes fenêtres. Le bruit d'un moteur diesel résonna dehors. Tout le monde se précipita vers les fenêtres. Une énorme dépanneuse reculait vers l'entrée. 2 hommes accrochaient le Lamborghini jaune. Ma voiture! Cria Ricardo en courant vers la fenêtre. Ce n'est pas une location à l'heure. Ils vont me facturer une pénalité énorme. Ce n'est plus ton problème, Ricardo, dit Matteo froidement. Parce que tu n'as plus de crédit pour la payer. Matteo se tourna vers Isabella. Elle tremblait. Des larmes coulaient sur son maquillage parfait, laissant des traces noires. Tu as dit qu'il n'y avait pas de place pour les enfants de magasin discount à cette fête, dit Matteo d'une voix basse et mortelle. Eh bien, il se trouve que cette fête est la mienne. Cette maison est la mienne. Et tu as raison, Isabella. Il n'y a pas de place ici. Il pointa la porte du doigt. Mais pas pour mes enfants. Pour toi. Le chaos s'empara de la maison. Le chaos s'empara de la maison. Les invités, comprenant que le navire était en train de couler, commencèrent à fuir comme des rats. Personne ne dit au revoir à Isabella. Personne ne félicita Ricardo. Il voulait seulement s'éloigner de l'odeur d'échec et de fraude qui remplissait maintenant l'air parfumé au jasmin. « Attendez, ne partez pas !» criait Isabella en courant après une amie. « On n'a même pas encore coupé le gâteau. »« Amanda, attends !» Mais Amanda ne se retourna même pas. Elle monta dans sa Mercedes et démarra en trombe. En 5 minutes, le salon était vide. Il ne restait que nous, le personnel, et cette famille détruite. Ricardo était assis par terre, la tête entre les mains, marmonnant des mots comme « procès » et « avocat ». Isabella sanglotait sur le canapé, tachant la tapisserie de son mascara. Et maman ? Maman se leva lentement. Elle lissa sa robe. Ses yeux passèrent de Ricardo, le perdant, à Matteo, le gagnant. Je voyais les rouages de son esprit calculateur tourner. Elle s'approcha de nous et essaya d'afficher ce sourire doux qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. « Matteo, mon fils, dit-elle en lui tendant la main. Quelle surprise. J'ai toujours su que tu étais spécial. Je le disais toujours à Elena, ce garçon a quelque chose de caché. » J'eus la nausée. Physiquement. Matteo ne la regarda même pas. Il me regarda, moi. « Elena, dit-il calmement. C'est ton choix. » Je fis un pas en avant. Je regardais la femme qui m'avait donné la vie. La femme qui m'avait fait me sentir inférieur pendant toute mon existence. « Non, maman, dis-je. » Ma voix ne tremblait pas. Elle était solide comme un roc. « N'ose pas, Elena. Mon amour, nous sommes une famille. Tout le monde peut faire une erreur. » J'étais stressé par la fête. « Mais tu m'as traité de honte, » lui rappelai-je. « Tu as dit que j'avais choisi ma propre misère. Tu as dit que mes enfants n'avaient pas leur place ici. » Je plaisantais. Tu connais mon humour. Ce n'était pas de l'humour. C'était de la cruauté. Et ça s'arrête ici. Je me tournai vers Isabella.
Elle leva son visage rouge et déformé par les pleurs. Elena, s'il te plaît. On n'a nulle part où aller. Si on nous met dehors, on est ruiné. Ricardo a tout misé sur ce contrat avec Sterling. Tu aurais dû y penser avant de traiter ma fille d'enfant de magasin discount, répondis-je. Tu as 30 jours, Isabella. C'est ce que dit la loi. Pas un jour de plus. Et je te conseille de commencer à chercher sur Craigslist. Parfois, il y a de bonnes affaires pour des appartements en sous-sol. Je pris la main de Sofia, puis celle de Léo. Allons-y, les enfants. Cet endroit sent la poubelle. Elena, cria maman. Tu ne peux pas me laisser ici avec eux. Regarde ce désastre. Ils vont tout perdre. Qui va payer mon infirmière? Qui va payer mon club de golf? Matteo s'arrêta à la porte. Il se retourna une dernière fois. Tu portes le nom de Fuente, Carmen. Isabella est ta fille préférée. Le cheval gagnant. Je suis sûr qu'elle prendra soin de toi. Ma charité s'arrête aujourd'hui. À partir de demain, les factures de la maison de retraite seront au nom de Ricardo. Bonne nuit. Nous sortîmes dans la fraîcheur de la nuit. L'air n'avait jamais senti aussi bon. La dépanneuse était déjà partie avec le Lamborghini. Notre Toyota était toujours là, fidèle et honnête, à nous attendre. Pendant que j'attachais la ceinture de sécurité de Sofia, elle me regarda avec de grands yeux. Elle ne pleurait plus. Maman, papa est un roi. Je ris. Un rire profond, libérateur. Oui, mon amour. Papa est un roi. Pas parce qu'il a de l'argent, mais parce qu'il nous a défendus. Matteo démarra la voiture. Alors que nous nous éloignions, je regardais la mention dans le rétroviseur. Elle brillait au loin, belle et vide. Une tombe de marbre pour la vanité de ma famille. Je me sentais légère. Je me sentais libre. Où est-ce qu'on va? Demanda Léo. Matteo me regarda et sourit. Un vrai sourire. Et si on allait manger une pizza? Mais pas chez Chuck E. Cheese. Je connais un vrai restaurant italien, avec la meilleure pizza au feu de bois. Et devinez quoi? Quoi? Demandèrent les enfants en même temps. Il n'y a pas de code vestimentaire. 6 mois se sont écoulés depuis cette nuit sur Riverside Boulevard. 6 mois depuis que le château de cartes de ma sœur s'est effondré sous le poids de ses propres mensonges. Parfois, quand je plie le linge propre dans notre nouvelle maison, j'entends encore le bruit de la coupe de champagne de ma mère qui se brise sur le sol. Mais ce son ne me fait plus peur. Aujourd'hui, il me ressemble à un bruit de liberté. La vie a une drôle de façon de remettre chacun à sa place. Ma grand-mère disait toujours, à chaque cochon vient son jour. Et même si ça peut paraître dur, je n'ai jamais vu un exemple aussi clair de justice divine, ou de karma, comme vous voulez l'appeler, que ce qui s'est passé après cette fête. Vous voulez savoir ce qui s'est passé avec le délai de 30 jours? Matteo ne plaisantait pas. Il a été précis comme une montre suisse. Le 30e jour, à 9 heures du matin pile, les camions de déménagement sont arrivés devant la maison. Ce n'étaient pas des camions de luxe comme Isabella l'aurait voulu pour sauver les apparences. C'étaient des camions standards, gris, pratiques. Je n'étais pas là pour le voir, mais tante Rosa oui. Elle a été la seule à venir les aider à faire leur carton, parce que malgré tout, Rosa a un cœur trop grand pour son propre bien. Elle m'a raconté qu'Isabella est sortie de la maison en traînant ses valises Louis Vuitton, pleurant non pas parce qu'elle perdait son foyer, mais parce que les voisins regardaient. Ricardo, lui, n'est même pas sorti. Il est monté dans un taxi qui l'attendait au coin de la rue, la tête baissée, fuyant les regards pleins de jugement et probablement aussi des huissiers. Et nous? Eh bien, notre vie a changé, mais pas comme vous pourriez l'imaginer. Nous n'avons pas emménagé dans un manoir. Nous n'avons pas acheté de Ferrari. Matteo et moi avons acheté une maison dans un quartier calme, près d'une bonne école publique, avec un grand parc au bout de la rue. C'est une maison de plein pied, avec des murs blancs et un jardin à l'arrière où Léo peut enfin jouer au football sans risquer de casser des vases importés. La première nuit que nous avons dormi là-bas, sans dette, sans crédits étouffants, et surtout sans l'ombre de ma famille qui nous jugeait, j'ai dormi comme un bébé. Mais le plus grand changement n'était pas la maison. C'était moi. 2 mois après la fête, la chef des infirmières de l'hôpital San Judas est partie à la retraite. Normalement, je n'aurais même pas osé postuler. Cette petite voix dans ma tête,
celle qui ressemblait beaucoup à celle de ma mère, m'aurait dit. À quoi bon, Elena? Tu n'as pas l'étoffe d'une chef. Mais cette voix était morte cette nuit-là, à la fête. Je me suis présenté. J'ai passé 3 entretiens. Et quand on m'a proposé le poste, ce n'était pas parce que mon mari avait donné de l'argent. Matteo s'était assuré que le conseil d'administration sache clairement que ma carrière était totalement séparée de ses dons. J'ai obtenu ce poste parce que je suis bonne dans mon travail. Quand je suis rentré à la maison avec mon nouveau badge où il était écrit Elena Williams, chef infirmière. Matteo m'attendait avec une bouteille de champagne. Ce n'était pas un Dom Pérignon hors de prix. C'était une bouteille simple. Mais pour moi, elle avait un goût de victoire. Je trinque à toi, chef, me dit-il en m'embrassant la main. Tu l'as mérité toute seule. Merci d'avoir cru en moi quand moi-même je n'y croyais pas, lui répondis-je. J'ai toujours cru en toi, Elena. Il fallait juste que toi aussi, tu le vois. Matteo avait pourtant encore une surprise en réserve. Un mardi ordinaire, il me demanda de l'accompagner sur un terrain vague, au sud de la ville. C'était un quartier souvent oublié par le système de santé. Il y avait des machines de chantier, des ouvriers avec des casques, et de la poussière partout. « Et qu'est-ce qu'on fait ici, mon amour ?» demandai-je en descendant de la voiture. Ce n'était plus notre vieille Toyota, mais un SUV simple, neuf, sûr et fiable. Rien de luxueux. Matteo me guida vers un grand panneau recouvert d'une bâche. J'y ai beaucoup réfléchi, dit-il en mettant les mains dans ses poches. Gagner de l'argent, c'est facile quand on comprend les chiffres. Mais le dépenser avec du sens, ça, c'est difficile. Isabella et Ricardo le dépensaient pour combler un vide intérieur. Moi, je veux le dépenser pour répondre à un vrai besoin. Il fit signe à l'un des chefs de chantier. La bâche tomba. Mes jambes faillirent céder. Le panneau montrait le dessin d'un bâtiment moderne et lumineux. Et en grandes lettres bleues, on pouvait lire. Centre communautaire de santé Elena de la Fuente. Soins pédiatriques gratuits. Je portai mes mains à ma bouche. Les larmes jaillirent immédiatement, chaudes et incontrôlables. Pourquoi? Réussis-je à demander. Pourquoi mon nom? Parce que c'est toi qui as le cœur pour soigner, Elena, répondit Matteo. Moi, je pose les briques. Toi, tu y mettras l'âme. Ce centre soignera des enfants dont les familles ne peuvent pas payer une assurance. Des enfants qui, comme les nôtres cette nuit-là, sont parfois traités comme s'ils valaient moins. Ici, tous seront traités comme des princes et des princesses. Je pris mon mari dans mes bras, là, au milieu de la poussière et du bruit du chantier. Et je sus que j'étais la femme la plus riche du monde. Pas à cause de l'argent sur un compte en banque. Mais à cause de l'homme qui se tenait à mes côtés. Mais comme dans toute histoire vraie, tout n'est pas rose. Il y eut des appels. Le premier venait de Ricardo, à peine une semaine après leur expulsion. Il voulait emprunter de l'argent pour payer un avocat. Il disait que c'était un malentendu avec le fisc. Matteo fut bref. Mon aide se limite à ne pas te dénoncer moi-même pour fraude sur le contrat de location. Ne tente pas ta chance, Ricardo. Le deuxième appel fut le plus difficile. Il venait de ma mère. 3 semaines plus tôt. Je vis son nom s'afficher sur mon téléphone. Je ressentis ce vieux pincement d'angoisse dans le ventre. Je respirais profondément. Je regardais mes enfants jouer dans le jardin. Et je décrochais. Elena. Sa voix était faible. Fragile. Rien à voir avec la femme arrogante de la fête. Bonjour, maman. Ma fille, c'est horrible. Tu dois m'aider. Je ne peux plus vivre ici. Elle vivait dans un petit appartement de 2 chambres en périphérie de la ville. Avec Isabella et Ricardo. Que se passe-t-il, maman? Tu es malade? Ce n'est pas ça, Elena. C'est l'ambiance. C'est insupportable. Ricardo boit toute la journée. Isabella crie et pleure sans arrêt. Hier, Isabella a vendu mon collier de perles. Celui que ton père m'avait offert. Elle a dit qu'il fallait payer l'électricité. Mon collier, Elena. Et l'appartement sans l'humidité. Mes amis ne m'appellent plus. Je me sens tellement seul. Il y eut un long silence. Une partie de moi, la petite fille qui voulait toujours plaire à sa mère, voulut dire
Viens vivre avec nous, maman. On a une chambre d'amis. On prendra soin de toi. Mais je revis Sofia, couverte de gâteaux, en larmes. Je revis ma mère détourner le regard. Je revis des années de comparaison et de mépris. Si je la faisais entrer chez moi, elle apporterait son poison. Ses critiques. Ses jugements. Et la paix que j'avais mis tant de temps à construire disparaîtrait. Je suis vraiment désolé, maman, dis-je calmement. Ça a l'air très difficile. Alors, je peux venir vivre chez vous? Juste quelque temps, le temps qu'Isabella se relève. Je sais que Matteo a de l'argent maintenant. Vous pourriez m'engager une infirmière privée, comme avant, non? Ah comment? Sa voix se durcit et reprit un peu de son ancien ton exigeant. Je suis ta mère. Tu me dois le respect. Je te respecte, maman, répondis-je. C'est pour ça que je te dis la vérité et que je ne te donne pas de faux espoirs. Tu as choisi ton camp. Pendant des années, tu m'as répété qu'Isabella était la plus intelligente, la plus brillante, le cheval gagnant. Tu as tout misé sur elle. Maintenant, tu dois vivre avec ce choix. Tu es rancunière et ingrate, cracha T.L. Tu as fait le minimum pour moi, maman. Et chaque jour de ma vie, tu m'as fait me sentir inférieur. Je t'enverrai de l'argent pour la nourriture et les médicaments, parce que je ne te laisserai pas avoir faim. Mais ma maison est mon sanctuaire. Et dans mon sanctuaire, il n'y a pas de place pour des gens qui humilient mes enfants. Je raccrochai. Je restai quelques secondes à regarder mon téléphone, m'attendant à ressentir de la culpabilité. À me sentir comme une mauvaise fille. Mais je ne ressentis qu'un immense soulagement. Un soulagement profond et propre, comme quand on enlève des chaussures trop serrées après une longue journée. J'appris par tante Rosa qu'Isabella avait trouvé un travail dans une boutique de luxe du centre commercial. Pas comme responsable. Comme vendeuse. Rosa y était passée l'autre jour et l'avait vu plier des t-shirts pour une cliente qui la traitait avec mépris. La cliente claqua des doigts pour qu'Isabella se dépêche. Isabella baissa la tête et répondit. Oui, madame. Tout de suite. La vie fait parfois de grands détours. Avant, c'était elle qui claquait des doigts. Maintenant, elle se trouvait de l'autre côté du comptoir. J'espère sincèrement que ça lui apprendra l'humilité. Même si, en la connaissant, ça lui apprendra surtout le ressentiment. Mais ce n'était plus mon problème. C'était un dimanche après-midi. Le soleil se couchait sur notre jardin, colorant le ciel de teintes orange et violettes. Des couleurs qu'aucun créateur de mode ne pourrait reproduire. L'air sentait le charbon et la viande grillée. Matteo était devant le barbecue, portant un tablier sur lequel on lisait. Le roi de la cuisine, un cadeau de Léo. Il retournait des côtes de porc en fredonnant une vieille chanson de Luis Miguel. Je regardais autour de moi. Il n'y avait pas de lustre en cristal. Pas de serveur en uniforme. Mes invités étaient tante Rosa, assise sur une chaise pliante, riant avec une bière à la main, et quelques voisins avec qui nous étions devenus amis. Ils ne savaient pas combien d'argent avait Matteo. Et ils s'en fichaient. Ce qui leur importait, c'était que nous prêtions notre tondeuse et que nous fassions les meilleures sauces du quartier. Sofia et Léo couraient dans l'herbe, poursuivant notre nouveau chien, un golden retriever sauvé d'un refuge, qu'ils avaient appelé Chance. Sofia portait un short en jean et un t-shirt taché d'herbe. Elle riait à gorge déployée, sans se soucier des règles ou de savoir si elle faisait classe. Elle avait l'air heureuse. Elle avait l'air libre. Sofia s'arrêta un instant, haletante, puis courut vers moi pour boire une gorgée de ma limonade. Elle s'essuya la bouche avec le dos de la main. « Maman, dit-elle en reprenant son souffle. Tu te souviens de la fête de tante Isabella? » Mon estomac se serra un peu. « Oui, mon amour. Je m'en souviens. L'autre jour, à l'école, j'ai vu Ravière. Je me redressai sur ma chaise. Ah oui? Il t'a dit quelque chose? Non. Il était tout seul à la récréation. Il n'a plus sa grosse montre. Et ses baskets étaient un peu sales. Sofia fit une pause en regardant son verre. Maman, nous, on est riches. Je regardai Matteo. Il avait entendu la question et se retourna vers nous, une pince de barbecue à la main. Pourquoi tu dis ça, Sophie? Demandai-je doucement. Parce que papa a acheté ce bâtiment pour aider les enfants malades. Et parce qu'on a payé la maison. Mais on n'a pas de Lamborghini.
Et moi, je continue à acheter mes vêtements chez Target. Je lui fis signe de venir s'asseoir sur mes genoux, même si elle était déjà un peu grande pour ça. Sophie, écoute-moi bien. Il existe deux types de richesse. Il y a la richesse qui fait du bruit, comme celle de tante Isabella. Elle a besoin de marques, de voitures brillantes, parce qu'à l'intérieur, elle est vide. C'est comme un ballon. Ça a l'air gros, mais si tu le perces avec une aiguille, pouf, il ne reste rien. Je caressais ses cheveux, qui brillaient maintenant sous le vrai soleil, pas sous des lumières artificielles. Et puis il y a la richesse silencieuse. Celle que nous avons. On a la sécurité. On a la capacité d'aider les autres. Et surtout, on a la liberté d'être nous-mêmes sans devoir impressionner qui que ce soit. On n'achète pas chez Target parce qu'on y est obligé. On le fait parce qu'on en a envie. Parce qu'on préfère utiliser notre argent pour voyager ensemble, pour tes études, ou pour construire un hôpital. Alors, le Lamborghini, c'est le méchant, demanda-t-elle en penchant la tête. Matteo s'approcha et posa une main sur son épaule. Le Lamborghini, ce n'est qu'une voiture, princesse. Ce qui est mal, c'est de croire que tu vaux plus que les autres parce que tu en as une. C'est de penser que quelqu'un qui prend le but vaut moins que toi. Ne laisse jamais tes affaires définir qui tu es. Tu es Sophia Williams de la Fuente. Tu es intelligente, gentille et courageuse. Ça vaut plus que toute une flotte de Ferrari. Sophia resta silencieuse, réfléchissant avec ce sérieux propre aux enfants. Je crois que je comprends, dit-elle enfin. Je préfère la viande grillée de papa aux macarons en plastique. Matteo éclata de rire et l'embrassa sur le front. C'est ma fille. Allez, à table. Pendant que le dîner avançait, je regardais la scène devant moi. Elle était imparfaite. Il y avait des moustiques. La musique du voisin était un peu trop forte. Léo venait de trébucher et s'était écorché le genou, et Matteo courait déjà pour le consoler. C'était imparfait. Mais c'était réel. Pendant des années, j'avais vécu sous l'ombre de la honte, croyant avoir échoué parce que je ne rentrais pas dans le moule doré de ma famille. Je pensais que le succès, c'était ce qu'on voyait sur Instagram. Il m'a fallu une humiliation publique et le courage de mon mari pour comprendre que le vrai succès, c'est ça. Avoir la conscience tranquille. Dormir sans avoir peur qu'on frappe à la porte pour réclamer de l'argent. Savoir que tes enfants te respectent non pas pour ce que tu leur achètes, mais pour l'amour que tu leur donnes. Ma sœur voulait une fête parfaite dans une maison qui n'était pas à elle, pour impressionner des gens qui s'en fichaient. Elle a fini seule et ruinée. Nous sommes venus avec une vieille Toyota et la vérité en face. Et nous sommes repartis avec tout ce qui compte vraiment. Je levai les yeux vers le ciel, maintenant rempli d'étoiles, et je murmurai un merci. Merci pour la leçon. Merci pour la douleur, parce qu'elle m'a rendue plus forte. Et merci, surtout, de m'avoir ouvert les yeux. Il n'y a plus de place pour le faux dans ma vie. Et c'est la plus grande richesse que je possède. Amis, merci d'être arrivés jusqu'au bout de mon histoire. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de tout cela, c'est une leçon qui m'a coûté beaucoup de larmes. La dignité n'a pas de prix, et l'apparence n'est pas l'essence. Nous vivons dans un monde obsédé par le fait de montrer, d'afficher, de filtrer nos vies pour qu'elles paraissent parfaites. Mais ma sœur Isabella est la preuve vivante qu'on peut être enveloppé de soi et pourri à l'intérieur. Et mon mari Matteo nous a montré qu'on peut avoir du pouvoir et de l'argent sans perdre ni l'humilité ni l'humanité. Ne laissez personne, absolument personne, pas même votre propre famille, vous faire sentir inférieur à cause de ce que vous avez ou de ce que vous n'avez pas. Votre valeur ne se trouve pas dans l'étiquette de vos vêtements, mais dans la qualité de votre cœur et dans la façon dont vous traitez ceux qui ont moins que vous. La vraie classe, ce n'est pas la façon dont vous vous habillez pour une fête. C'est la façon dont vous traitez le serveur, l'infirmière ou votre propre sœur quand personne ne regarde. Je veux vous demander un petit service. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez que le karma existe et que l'humilité est la vraie richesse, écrivez le mot good dans les commentaires. Ou mieux encore, dites-moi. Avez-vous déjà dû poser des limites à un membre toxique de votre famille pour protéger votre paix? Vos commentaires good m'aident à savoir que ces leçons valent la peine d'être partagées et me donnent la force de continuer. Souvenez-vous. Soyez riche en amour, millionnaire en patience et milliardaire en dignité. Je vous aime très fort. 6 mois ont passé depuis cette nuit sur Riverside Boulevard. 6 mois depuis que le château de cartes de ma sœur s'est écroulé sous le poids de la vérité de Matteo.
Et je dois vous le dire, mes amis. L'air n'a jamais été aussi facile à respirer qu'aujourd'hui. Nous sommes dimanche. Dans mon jardin, il n'y a pas d'orchidées importées de Singapour ni de serveurs avec des gants blancs. Il y a mieux. Il y a l'odeur du charbon, de la viande grillée marinée à la bière et au citron, et la musique de Juan Gabriel qui passe sur la vieille radio de Matteo. Notre nouvelle maison n'est pas un manoir. C'est une maison de plein pied dans un quartier calme, avec un jardin où Léo peut courir sans peur de casser des vases de la dynastie Ming, et où Sophia peut inviter ses amis à peindre à l'aquarelle sur la table de la salle à manger sans que personne ne lui crie dessus pour les tâches. Et le meilleur dans tout ça, c'est que les actes de propriété sont dans le coffre-fort, au nom de Matteo et Elena Williams. Sans hypothèque. Sans dette. Sans apparence. Pendant que je retourne la viande sur le barbecue, je vois tante Rosa arriver avec sa fameuse salade de nopales. Elle a été notre correspondante de guerre, celle qui nous apporte les nouvelles de l'autre côté de ce monde de fausseté que nous avons laissé derrière nous. Ma fille, s'exclama Rosa en m'embrassant bruyamment sur la joue. Tu dois entendre la dernière nouvelle. Elle est encore plus savoureuse que cette sauce rouge. Je m'essuyai les mains sur mon tablier. Dis-moi, tante. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Rosa s'assit, prit un verre d'eau de Jamaïque, et baissa la voix comme si les murs pouvaient entendre. Je suis allé au centre commercial hier, à l'outlet, tu sais, là où ils vendent les vêtements des saisons passées. Je suis entré dans ce magasin de chaussures, la Zapateria León, pour chercher des sandales confortables. Et devine qui m'a servi? Je sentis un petit nœud dans mon estomac. Ne me dis pas. Si, je te le dis. Isabella. Isabella? Répétai-je, figé. La femme qui pensait qu'effleurer autre chose que de la soie italienne lui donnerait une allergie. En train de vendre des chaussures en liquidation. Comment elle était? Demandai-je en essayant de ne pas paraître trop satisfaite. Pour être honnête, une partie de moi ressentait une forme de justice divine. Ma fille, si ce n'était pas pour sa voix criarde, je ne l'aurais même pas reconnue, dit tante Rosa. Elle portait l'uniforme du magasin, un polo rouge synthétique et un pantalon kaki trop grand. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval mal faite, sans teinture. On voyait déjà ses cheveux blancs. Et ses ongles. Ces faux ongles parfaits n'existent plus. Tante Rosa but une gorgée d'eau de Jamaïque et continua. Le pire n'a pas été de la voir comme ça. Le pire, c'est quand une cliente, une femme assez lourde, lui a crié dessus parce qu'elle n'avait pas apporté la bonne pointure. L'Isabella d'il y a 6 mois lui aurait lancé la chaussure à la tête. Mais cette Isabella-là a baissé la tête. Elle a dit « Oui, madame. » Tout de suite, madame. Et elle est partie en courant vers l'arrière-boutique. Je voyais ses yeux rouges. Je soupirais. Je ne ressentais pas de pitié. Exactement. Je ressentais une forme de fermeture. De fin de chapitre. Et Ricardo? Demandai-je. Ah, ça, c'est une autre histoire, répondit Rosa en secouant la tête. Après que Matteo lui a coupé les vivres et que Monsieur Sterling a annulé le contrat, Ricardo a déclaré faillite personnelle. Ils ont perdu la maison de Riverside en moins d'1 mois. Maintenant, ils vivent dans un appartement de 2 chambres dans la zone industrielle, près de l'usine de ciment. Ricardo travaille comme vendeur d'assurance porte-à-porte. On dit qu'il marche toute la journée et qu'il a perdu 20 kilos. Pas à cause d'un régime. À cause du stress. Et maman? Demandai-je. C'était la question la plus difficile. Ta mère vit avec eux, dit Rosa. Elle dort sur le canapé-lit du salon, parce que les enfants occupent la 2e chambre. Elle m'a appelé l'autre jour en pleurant. Elle dit qu'Isabella lui fait payer un loyer sur sa pension. Et que Ricardo passe son temps à crier que tout est de sa faute, parce qu'elle a trop gâté Isabella. Elle dit qu'elle te manque, Elena. Qu'elle regrette ta cuisine. Qu'elle regrette la façon dont tu prenais soin d'elle. Je regardais le jardin. Matteo apprenait à Léo à tirer dans le ballon sans casser les pots de fleurs. Elle a choisi son chemin, tante, dis-je doucement. Moi, j'ai été là pendant 40 ans. J'ai été son infirmière, sa cuisinière, son soutien. Et elle m'a payé avec du mépris. Maintenant, elle récolte ce qu'elle a semé avec sa fille adorée. Tante Rosa me serra la main. Tu fais bien, ma fille. Tu fais bien. Ne les laisse pas te tirer à nouveau dans leur puits. Ce soir-là,
après le barbecue, Matteo me demanda de m'habiller joliment, mais confortablement. J'ai une surprise, dit-il avec ce demi-sourire qui me fait encore fondre les genoux. Nous laissâmes les enfants avec tante Rosa et montâmes dans la voiture. Pas une voiture de sport. Une camionnette neuve, sûre et fiable, payée comptant. Matteo conduisit vers le sud de la ville. Une zone longtemps abandonnée, où les familles devaient souvent choisir entre manger et aller chez le médecin. Il s'arrêta devant un bâtiment récemment rénové. Il était moderne, propre, avec de grandes fenêtres et un jardin rempli de fleurs locales. Une petite foule s'était rassemblée devant. Des habitants du quartier, des médecins, des infirmières. « Mais qu'est-ce que c'est, Matteo ?» demandai-je, confuse. « Descends et regarde, dit-il. » Nous avançâmes vers l'entrée. Une bande rouge barrait la porte. Au-dessus, en lettres argentées brillantes, était inscrit le nom du lieu. Je m'arrêtai net. Mes mains se portèrent à ma bouche pour retenir un sanglot. Le panneau disait « Centre de santé communautaire Elena de la Fuente ». En dessous, en plus petites lettres. Des soins dignes pour tous, peu importe l'étiquette. Matteo, murmurai-je, les larmes coulant librement sur mon visage. Que as-tu fait ? Matteo m'enlaça par derrière, posant son menton sur mon épaule. Tu as toujours dit que ton rêve n'était pas d'avoir des bijoux, mais d'avoir les moyens de soigner les gens sans te demander s'ils pouvaient payer. Eh bien, mon amour, voilà tes moyens. Mais mon nom. Ce nom représente la bonté. Il représente le soin. Je veux que quand les gens entrent ici, ils sachent qu'ils vont être traités comme une famille, pas comme des numéros. Et je veux que ta mère, si un jour elle passe par ici, voit ton nom en grandes lettres et comprenne que le succès ne se mesure pas en Ferrari, mais en impact sur le monde. Ce jour-là, je coupai le ruban rouge. Il n'y avait pas de champagne cher. Il y avait des sodas et des tamales apportés par les voisines. Il n'y avait pas de robe de créateur. Il y avait des blouses blanches et des uniformes d'infirmières. On me nomma directrice des soins infirmiers du centre. Pas parce que j'étais la femme du propriétaire. Mais parce que Matteo savait que personne ne travaillerait plus dur que moi. Pendant que je marchais dans les couloirs de la clinique, sentant l'odeur de la peinture fraîche et de l'espoir, je compris quelque chose d'essentiel. Pendant des années, j'avais cherché l'approbation de personnes qui n'avaient rien à m'offrir à part des critiques. J'avais laissé leur mépris me rendre petite. Mais ici, dans ce bâtiment construit avec de l'argent gagné honnêtement et avec l'amour que Matteo et moi partagions, j'étais immense. Quelques semaines plus tard, l'appel que je savais inévitable arriva. C'était Isabella. Elena, sa voix était rauque, brisée. Il ne restait rien de l'arrogance de la fête. J'étais dans mon bureau à la clinique, en train de vérifier les plannings des infirmières. « Bonjour, Isabella. Que se passe-t-il » ? « C'est maman, dit-elle en pleurant. Elle est tombée dans la salle de bain. Elle s'est cassé la hanche. On est à l'hôpital public. Ça fait 12 heures qu'on attend et personne ne la prend en charge. Ricardo n'a pas d'assurance. Moi, je n'ai pas d'argent. S'il te plaît, Elena. Tu connais du monde. Tu es infirmière. Sors-la d'ici. Je fermai les yeux. Je vis ma mère, autrefois si fière de son statut, allongée sur un brancard dans un couloir bondé. Seule. Effrayée. Une partie de moi voulait courir la sauver. Appeler mes contacts. Payer une clinique privée. Mais je revis Sofia, couverte de gâteaux. Je revis le regard détourné de ma mère. Isabella, dis-je calmement. Je peux passer un appel pour accélérer son admission. Je connais le chef du service de traumatologie. Elle sera bien soignée. Non, tu ne comprends pas. Cria Isabella. On veut que tu l'emmènes dans ta clinique ou que tu paies une clinique privée. Maman ne peut pas rester ici avec ces gens. Ça sent mauvais, Elena. Ces gens, Isabella, ce sont des personnes comme toi maintenant. Des gens qui se battent chaque jour. Ma clinique est ambulatoire. On n'y fait pas d'opération de la hanche. Et pour payer une clinique privée. Je fis une pause. Je regardais la photo de Matteo et des enfants sur mon bureau. Maman a une pension. Et toi, tu as un travail. Vous devrez vous débrouiller avec ça. Mais toi, tu as de l'argent maintenant. Hurla Isabella. On sait que Matteo est riche. C'est ton devoir.
Mon devoir est envers mes enfants, mon mari et mes patients. Je ferai l'appel pour qu'elle soit prise en charge plus vite. C'est tout ce que je ferai. Tu es une ingrate. J'espère que tu pourriras avec ton argent. Elle raccrocha. Mes mains ne tremblaient pas. J'appelai un collègue à l'hôpital public. Je lui demandai un service professionnel pour qu'on s'occupe de Madame Carmen de la Fuente. Bien sûr, chef Elena, me répondit-il. On va s'en occuper. Merci, docteur. Traitez-la comme n'importe quel autre patient. Avec dignité. Mais sans privilège. Le soir, quand je rentrai à la maison, je serrai Matteo un peu plus fort que d'habitude. Tu as parlé avec elle, demanda-t-il. Oui. Tu vas bien? Je vais mieux que bien, Matteo. Je suis libre. J'avais coupé le dernier fil de culpabilité qui me liait à eux. Pas par haine. Par respect pour moi-même. Un mois plus tard, j'acceptais de revoir ma mère. Pas chez moi. Je ne voulais pas amener cette énergie dans mon sanctuaire. Nous nous retrouvâmes dans un parc neutre, à mi-chemin. Je suis arrivé 10 minutes en avance. Je me suis assise sur un banc en bois, regardant les canards nager sur le lac. Le soleil de l'après-midi était doux, doré. Rien à voir avec le soleil brûlant et critique de la fête à Riverside. Je la vis arriver. Elle était dans un taxi. Le chauffeur dut l'aider à descendre et à déplier son déambulateur. J'eus un choc en voyant à quel point elle avait vieilli en si peu de temps. Ses cheveux, autrefois parfaitement teints et coiffés, étaient maintenant gris, attachés en un chignon négligé. Elle ne portait aucun bijou. Ses vêtements étaient propres, mais vieux. Elle s'approcha lentement, traînant les pieds. « Elena, dit-elle en arrivant près du banc. « Bonjour, maman. Assieds-toi. » Elle s'assit avec un gémissement de douleur. Elle me regarda, attendant peut-être une étreinte. Ou ce regard suppliant d'approbation que j'avais toujours eu. Mais je restai immobile. Les mains croisées sur mes genoux. « Tu as l'air bien, ma fille, dit-elle avec un ton qui voulait être doux mais sonnait usé. Cette blouse est en soie, non? Elle a l'air chère. Je souris tristement. Même maintenant, son langage restait l'argent. Mais elle est de bonne qualité, maman. C'est ce qui compte. Comment va ta hanche? Elle fait mal. Elle fait toujours mal. Les médecins de cet hôpital public sont des bouchers. Si tu m'avais emmené dans une clinique privée. Maman, la coupai-je doucement. Nous ne sommes pas là pour parler de ça. Elle soupira. Isabella et Ricardo divorcent. Ça ne me surprit pas. Leur mariage reposait sur l'intérêt et les apparences. Sans argent, il ne restait rien. Ricardo est parti. Il a laissé Isabella avec les dettes. Elle travaille en double service à la boutique. Elle rentre à la maison en pleurant, en sentant les pieds. Et les enfants? Javier est ingérable. Il a été renvoyé de l'école privée pour non-paiement. À l'école publique, il se bat tous les jours. Elle me regarda avec des yeux humides. Elena. Je me suis trompée. Je restai silencieuse. Je me suis trompée en misant tout sur eux. Je pensais qu'Isabella m'offrirait une vieillesse de reine. Et regarde-moi maintenant. Je dors sur un canapé qui sent l'humidité. Toi, tu as toujours été la bonne. Celle qui prenait soin de moi. Elle tendit sa main ridée et froide vers la mienne. Je peux venir vivre chez toi. Tu as une grande maison. Il y a de la place. Je ne dérangerai pas. J'aiderai avec les enfants. Je leur apprendrai les bonnes manières. Je retirai doucement ma main. Ce geste fut le plus difficile et le plus nécessaire de ma vie. Non, maman. Elle cligna des yeux, comme si je venais de la gifler. Quoi? Mais je suis ta mère. Tu es ma mère, oui. Et c'est pour ça que ça me fait mal de te dire ça. Mais tu ne vivras pas avec moi. Mais Elena. Tu ne peux pas me laisser là-bas. Je suis une vieille femme. Tu as une pension, maman. Elle suffit pour louer un petit studio pour toi seul. Loin du chaos d'Isabella. Je peux t'aider à en chercher un. Je peux t'aider à déménager. Mais tu ne vivras pas chez moi. Pourquoi, demanda-t-elle, la voix remplie de colère. C'est une vengeance?
Tu me punis? Ce n'est pas une vengeance, répondis-je en la regardant droit dans les yeux. C'est de la protection. Tu as passé des années à me faire croire que je ne valais rien. Tu as laissé ma sœur humilier mes enfants. Tu t'es moqué de mon mari. Tu as dit que nous étions une honte. J'étais confuse, balbutia-t-elle. La société met beaucoup de pression. Ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Et maintenant, moi, je choisis ma paix. Ma maison est un lieu d'amour et de respect. Et toi, tu ne comprends toujours pas ce que ça veut dire. Tu dis que tu veux venir chez moi parce que je suis ta fille, réussie. Si Matteo perdait tout son argent demain. Si nous retournions vivre dans un petit appartement. Voudrais-tu toujours vivre avec moi? Elle se tut. Son silence fut la réponse la plus bruyante possible. Voilà ta réponse, maman. Je t'aiderai à t'installer dans un endroit sûr. Je ne te laisserai pas à la rue. Mais mon foyer. Mon foyer est pour ma famille. Celle qui m'aime sans soi. Je me levai. Je lui laissai une enveloppe avec des informations sur plusieurs résidences abordables et dignes pour personnes âgées. Réfléchis-y. Appelle-moi quand tu seras prête à vivre seule. Je partis sans me retourner. Je l'entendis m'appeler, mais je ne m'arrêtai pas. J'avais appris que poser des limites à des parents toxiques n'est pas un manque de respect. C'est un acte de survie. Quand je récupérai les enfants à l'école cet après-midi-là, Sophia monta dans la voiture avec un grand sourire. Maman, j'ai eu 10 en maths. Bravo, ma championne. Dis-je en tapant dans sa main. En rentrant à la maison, nous nous arrêtâmes à un feu rouge. À côté de nous, une voiture de sport rouge rugit en accélérant pour attirer l'attention. Sophia la regarda, puis me regarda. Maman, tu te souviens quand je t'ai demandé pourquoi papa n'avait pas de Lamborghini? Oui, mon amour, je m'en souviens. À la bibliothèque, j'ai lu un livre sur les rois et les châteaux. Il disait que les rois les plus forts ne sont pas ceux qui ont les plus grands châteaux, mais ceux qui ont les gens les plus heureux dans leur royaume. Mes yeux se remplirent de larmes. Exactement, Sophie. Exactement ça. Alors papa est le roi le plus fort, conclut-elle. Et toi, tu es la reine, ajouta Léo depuis l'arrière. Et notre maison est meilleure que le manoir de tante Isabella. Parce que chez nous, personne ne pleure parce qu'il a taché une robe. Et personne ne jette des gâteaux. Et la pizza est meilleure. Je ris. Un rire libre. Un rire propre. Vous avez raison, mes amours. Nous sommes riches. Nous avons tout ce qui compte. Ce soir-là, allongé dans le lit à côté de Matteo, la fenêtre ouverte laissant entrer la brise fraîche, je repensais à tout le chemin parcouru. De l'humiliation de cette fête à ce moment de paix absolue. Matteo se tourna vers moi et m'enlaça. À quoi tu penses? À ce que tu avais raison, lui murmurai-je. La patience est un plat qui se mange froid. Mais la dignité? La dignité est un plat qui se savoure chaud, tous les jours, à sa propre table. Matteo m'embrassa sur le front. Bonne nuit, chef Elena. Bonne nuit, président Matteo. Et ainsi, amis, nous fermons le chapitre des proches toxiques. Et ouvrons le livre de notre propre vie. Nous n'avons pas besoin de Lamborghini loué. Ni d'orchidées de Singapour. Nous avons notre vérité. Et elle vaut plus que tout l'or du monde.